Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Urgence, votre rendez-vous du dimanche soir sur Énergie 12. Je vous propose chaque dimanche de partir à la découverte des services d'urgence qui ne connaissent ni week-end, ni jour férié, ni nuit paisible. Et ce soir, je vous propose une immersion exceptionnelle dans l'unité des pompiers la plus importante de la Marine nationale. Ils sont 2400 triés sur le volet à faire partie de ce bataillon pas comme les autres à Marseille. Ces anges gardiens de la cité phocéenne mettent en route leur sirène près de 130 000 fois par an, soit une intervention toutes les 5 minutes. Nous avons vécu avec eux le stress, la violence, la peur, mais aussi la joie des opérations réussies. Voici Marins-Pompiers, quand chaque seconde compte. À Marseille, la caserne des marins-pompiers de la Grande Bigue est en action 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Prenez la position de trash, prépare tout ditch. Ditching, ditching, ditching. La principale mission de ce bataillon d'élite, c'est le secours à la personne dans des situations le plus souvent explosives. C'est bon les gars? Ouais. Vous m'avez torturé. Ouais, désolé. Comme ce jour où ils vont devoir sauver des flammes les habitants de cet immeuble. Faites le tour, vous reculez. Premier étage, on a 2 appartements. Au deuxième étage. Il y a 2 appartements en haut, 2 appartements en bas, il a pas été. On monte où l'appartement? Bonjour. Les pompiers, on voit la porte. Sur terre, comme sur mer, ces militaires sont entraînés aux opérations les plus extrêmes et à des interventions d'urgence vitale. C'est là-bas. Ainsi, ils vont tout faire pour sauver la vie d'un jeune garçon retrouvé inanimé au sol, chez lui. Passe d'entrée. D'accord. Chez les pompiers. Ouvre les yeux. Parlez là, ça va aller. Ouvre les yeux s'il te plaît. La brigade de la Bigue va aussi livrer une véritable course contre la montre avec à bord de son véhicule une femme sur le point d'accoucher. On ne bloque pas la respiration, on souffle bien. Allez. Son bébé risque de pointer le bout de son nez à chaque instant. C'est vraiment bien là, tu sais pourquoi tu fais ça quoi. Entre tension, adrénaline et émotion, plongé au cœur du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et pour ce nouveau numéro d'urgence, direction Marseille et plus précisément sur le port. C'est ici dans la caserne de la Bigue qu'exceptionnellement nous avons été autorisés à installer nos caméras. Ce bataillon d'élite est en alerte permanente. Il remplit bien sûr le rôle classique des pompiers avec l'aide à la personne, mais sa mission ne s'arrête pas là. Les marins-pompiers sont avant tout des marins et ils interviennent aussi bien sur terre que sur mer, avec leur unité spécialisée dans les opérations aquatiques. Des missions que ces héros relèvent souvent au péril de leur vie, comme vous allez le voir dans ce reportage, car ils ont accepté que nos équipes passent plusieurs semaines en immersion totale avec eux, de jour comme de nuit. Alors prenez votre souffle, car c'est un reportage exclusif où la tension ne descend pas d'un cran pendant 80 minutes. Voici Marins-Pompiers, quand chaque seconde compte, c'est une immersion exceptionnelle, signée Jean-Christophe Nabert. Il est 8 h
à la caserne des pompiers de la Bigue, sur le port de Marseille. Et l'alerte annonce déjà la première intervention de la journée. Allez les gars, on se bouge. On part pour un feu d'appartement. Aux commandes, Christophe, 49 ans, marin-pompier depuis plus de 30 ans. Sur place, des fumées impressionnantes s'échappent des fenêtres. Le feu s'est déclaré au premier étage, chez cette jeune femme qui a pu fuir à temps. J'étais en train de préparer à manger en fait. Et je sais pas, peut-être que mon fils l'a touché. Je me suis rendu compte en fait de la fumée. Et j'ai vu mon matelas prendre feu. Et du coup, la première réflexe que j'ai eu, c'est j'ai pris mon fils, j'ai tapé chez mes voisins, je suis descendue, j'ai appelé les pompiers. Je suis pas bien. En quelques minutes, la fumée s'est propagée et pourrait être fatale aux habitants qui seraient encore à l'intérieur. Alors, on va monter voir l'appartement. Allez, Jo. Une équipe, déjà sur place, lutte contre les flammes à l'intérieur de l'appartement. Les pompiers, il y a quelqu'un. Les pompiers, ouvre la porte. Les pompiers fouillent minutieusement toutes les pièces à la recherche de victimes. Faites-moi la reco. Reconnaissance. Oh. La personne, c'est sûr. On a fini tout l'appartement, la personne, on va dans les fenêtres pour faire l'évacuation. Ok, bien reçu, donc RAS, vous procédez à ventilation. Après vérification, cet appartement est vide. Mais sur le même palier, il détecte la présence d'un homme. Les pompiers, il y a quelqu'un. En quelques instants, il est évacué par la grande échelle. L'homme est sous le choc. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai vu la fumée, et voilà, j'attends les pompiers, ils me fait sortir de là, et voilà. Christophe, le pompier, veut s'assurer auprès de l'homme évacué qu'il n'y a plus personne dans l'immeuble. Là, il y a votre porte devant et la porte qui est au fond, comme ça, là. C'est un seul appartement ou deux appartements? Non, deux appartements. Il y a deux appartements différents. Vous étiez dans le premier. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, là. Sur l'appartement d'à côté, il vit des gens dedans. Non, non. Personne. Personne. Ouais. Personne âgée, rien du tout. Il est vide. Le danger de mort est écarté et l'incendie est éteint. Mais la mission des pompiers n'est pas terminée. Il faut désormais s'assurer que le feu ne reparte pas. Démarre alors un travail long et minutieux pour neutraliser les dernières traces de monoxyde de carbone. On a un point chaud ici, on va dégarnir un peu. On avance au cas où, Cet appartement, c'est celui d'où l'incendie est parti. Ça a bien chauffé. Ça s'est pas répandu à tout le logement, mais on peut dire que ça a quand même bien chauffé au niveau de cette pièce. C'était une chambre visiblement. On voit encore le cadre du lit au sol. L'appartement est entièrement détruit par le feu et les fumées. Pour ses habitants, c'est un drame humain qui s'est joué en moins d'une heure. Ça reste quand même dramatique, les personnes elles perdent tout. Et souvent c'est des gens qui sont pas trop aisés.
Donc le peu de biens qu'ils ont, ils entassent ça dans des petits appartements, bien souvent ils sont plusieurs. En cas d'incendie, malheureusement, ils partent de tout. Et souvent, les gens n'ont pas les moyens de s'assurer non plus. Donc souvent, ils partent de tout. L'essentiel, c'est que les vies sont préservées. Hein. Après, le matériel, ça reste du matériel. Mission accomplie pour les pompiers et retour à la caserne. Marseille, deuxième ville de France, avec 1,5 million d'habitants. Pour les protéger, une unité d'élite de la Marine nationale, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Un bataillon sur le pied de guerre, 7 jours sur 7, jour et nuit. On se réveille, calme-toi. C'est les pompiers. C'est les pompiers. C'est les pompiers. 2400 hommes et femmes assurent plus de 350 interventions par jour. Cela veut dire un départ en urgence toutes les 5 minutes. Allez, faut faire un petit effort, je sais que c'est pas facile. Vous avez déjà couché à la maison? Souffle, souffle. Mais le quotidien de ces marins du feu est aussi rythmé par les interventions en mer, sur les côtes de la cité phocéenne. Des missions que cette unité unique en France relève souvent au péril de sa vie. Il est 18 h quand les marins-pompiers de Marseille sont appelés sur une intervention assurée par Clément et Alix. Alors là, on part pour une victime à domicile, une dame de 85 ans qui est au sol. Là, ça peut être une dame qui a tout simplement chuté, qui a fait un malaise. Donc là, on va se rendre sur les lieux pour voir exactement ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour, monsieur. En arrivant sur les lieux, Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. les pompiers découvrent la dame âgée, au sol, qui ne peut plus se relever. À ses côtés, son époux et un jeune homme qui est l'aide médicale du couple. Et en fait, moi je suis rentré pour leur donner les traitements, faire les soins. Elle a glissé, de ses dires. Elle a glissé comme ça apparemment. Mais sauf qu'elle est très algique à la mobilisation. À peine je lui touche le pied, elle hurle. Voilà. Donc par précaution, je préférais vous appeler. Regardez un truc. Voilà. Ne touchez plus. Voilà. Vous sentez là? Ouais, elle sent. Bougez les pieds. Elle bouge les orteils, elle bouge. Les deux. Orteils. Non, les orteils, elle bouge. Je vous fais pas mal, j'appuie pas fort. C'est là où elle a mal par contre. Genou. C'est là? Dessus du genou? Ouais, genou plutôt. C'est ici? Non. Non. Je peux prendre la trop droit. Genou, chef. Par là. Ah ben voyez. Là. Ah ben c'est le col alors. D'après sa douleur et vu l'orientation de sa jambe, on a une suspicion de col du fémur. En fait, les deux jambes sont censées être parallèles. Et ici, en fait, on va avoir un léger rétrécissement avec une rotation de la jambe. Après le premier examen, les pompiers redoutent une fracture du col du fémur. C'est l'un des accidents les plus fréquents, mais aussi les plus redoutés pour les personnes âgées. Une petite précision, encore une autre, même si c'est un petit détail, mais c'est le jour de son anniversaire. Ah, bon anniversaire. 85 ans. J'ai amené un bouquet de fleurs, j'ai dit elle va être contente. J'arrive, elles sont par terre, j'en sais rien. Oui. Juste en gros, en C'est mon anniversaire. attention. Aux 85 ans, vous en rappellerez. Oui. En effet, la vieille dame va devoir passer son 85e anniversaire à l'hôpital. Car si la fracture est avérée, cela nécessitera peut-être une intervention chirurgicale. Il n'y a donc pas de temps à perdre.
On va vous mettre sur le matelas à côté, madame. D'accord? Comme ça, vous aurez un petit peu moins mal. Ça va vous maintenir au niveau du bassin. Ok? Vous inquiétez pas. Vous croyez que c'est Là, moi, je sais pas. C'est pour ça on va aller à l'hôpital faire une radio. D'accord? Pour regarder si c'est ça ou pas. Afin de transporter la victime, les pompiers doivent la placer sur un matelas gonflable. Mais le moindre mouvement provoque chez cette dame une douleur insoutenable. Comment vous voulez? Aïe, 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 vous allez me faire mal ou me torturer. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ou me torturer. Non, vous inquiétez pas, madame, ça va pas faire mal. On va juste vous soulever de quelques centimètres, d'accord? On est obligé, madame. C'est tout. C'est bon, les gars? Ouais. Attention, soulever. Allez-y, envoyez. Aïe. Allez, soufflez, c'est bientôt fini. Faites attention. La jambe à droite, la jambe à droite. Faites attention. Vous avez ma jambe là, regardez, ça rien de tirer fort. Allez, soufflez, c'est Allez-y, encore vers moi, encore vers Vous me moi. torturez, monsieur. Laissez-moi tranquille. Essayez d'avancer, les gars. Descendez-vous. Voilà. Voilà, madame. Ah là là. Ça y est. Allez-y, allongez-vous. Tranquillement. Soufflez. Après, tu m'enverras le coussin, s'il te plaît. Ça va, madame? On vous a fait un petit peu mal? Ça va mieux. Ça y est. Vous m'avez torturé. Ouais, désolé. Maintenant que la patiente est placée dans le matelas, elle va pouvoir rejoindre l'ambulance. On y va, madame? On va descendre tranquillement? On va vous descendre tranquillement? Oui. D'accord? Allez. Tu vas tomber. Allez. T'inquiète pas, ils vont me Allez, vous inquiétez pas. Allez-y. Hop. Soit face à toi, fais attention. Allez, viens, assis-toi. Allez-y, asseyez-vous derrière. Viens, assis-toi. Ça va. Eh oui, non, mais assis-toi. Voilà. Allez. Avec beaucoup de précautions, les pompiers la prennent en charge pour la descendre par les escaliers. Oh, que j'ai mal à la jambe. Allez, c'est bientôt fini, madame. Encore 6 étages et on est à l'ambulance. Oh, là que j'ai mal. Tu en vas derrière, c'est grand. Mais cette opération s'avère plus compliquée que prévu. Oh, là que j'ai mal. Ah! Oh, vous me faites mal. Que vous me faites mal. La vieille dame a terriblement mal. Alix va donc devoir trouver une solution alternative. On est au combien, la 6e? Ouais. Je vais regarder juste à la fenêtre. Il y a un accès là, balcon? Voilà, il va plus par là. Là, les camions, ouais, si, ils accèdent. On est au 6e, là? 6e. Ok. Changement de programme, donc, pour les pompiers. Artère de Leinebeek pour la mission 781. Je demande le renfort d'un MEA sur mon intervention afin de procéder à l'évacuation de la victime par l'extérieur. Pour faire souffrir le moins possible la vieille dame, les pompiers optent pour une solution radicale. La grande échelle. À la manœuvre, Luc, pompier chevronné. Nous sommes à 23 mètres et demi. On a une capacité maximum de 30 mètres. Donc là, ça fait à peu près 10 étages. Et le plus difficile, c'est le placement par rapport au point à atteindre et les obstacles aux alentours. Les lignes électriques, là on peut voir le long de la façade, il y a beaucoup d'étendages, les arbres autour de nous, c'est le plus difficile. Cette intervention n'est donc pas sans risque. Alors avec une minutie et une précision extrême, Luc va approcher l'échelle jusqu'au balcon de chez la victime.
Voilà, madame. Vous êtes prête? Ça y est. Ça va toujours la douleur là? Non, là, ça va. Ça va comme ça? Mais vous ne me torturez pas encore. Non, en fait, on va juste vous mettre là, sur le bord de la fenêtre, sur le brancard, et c'est bon. Ok? C'est bon? Aïe. Non. Non, encore un peu, 10 cm. Hop, c'est bon. Et ouais, c'est fini. Allez, madame. Déjà, ça va? Ça va, madame? La personne âgée va donc faire le voyage depuis chez elle jusqu'à l'ambulance, suspendue à 23 mètres de hauteur. En moins de 90 secondes, elle est en bas. Attention pour lever, lever. Vas-y, logez. Allez, posez. Voilà. Ça y est, on vous fait plus de mal. Ah là là. Ça y est, c'est fini, maman. Là, le plus dur est passé. Hop, vas-y, vert. Maintenant que la patiente est dans l'ambulance, il faut faire vite. Direction l'hôpital le plus proche. La douleur là, ça va? Là, ça va. Si vous Ça va bougez bouger pas. un peu, et ouais, on va être obligé un peu les dos d'âne, tout ça, on va faire attention, d'accord? Eh oui. Et ça va un peu bouger, c'est normal, c'est la route. Hein. Elle n'est pas toute droite. Vous allez encore vous torturer? Non. Non, ça fera plus mal. Après, c'est les infirmières, ils vont devoir regarder, d'accord? Mais nous, on vous descend là, d'accord? Vous m'abandonnez. Mais non, on reste avec vous. Et pas tout le long. À l'hôpital, la fracture sera confirmée. Cette dame subira donc une intervention chirurgicale. Elle se souviendra longtemps de son 85e anniversaire. Le lendemain matin, l'ambulance des marins-pompiers est déjà lancée à vive allure. Jérémy, 33 ans, est appelé pour une urgence. On part pour un masculin de 3 ans qui sera inconscient. On a le médecin qui vient en plus sur nous, on n'en sait pas plus pour le moment. On se rend à l'intervention. Jette-toi là et on monte rapidement. Il faut faire vite. La vie d'un garçon est en danger. C'est là. C'est là-bas. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est les pompiers. Sur place, il retrouve le petit inconscient sur le sol. Sa mère est très inquiète. Bon, c'est bien de l'avoir mis en PLS. On met une salle d'entrée. C'est normal. D'accord. On va regarder, on va l'examiner. Il y a le médecin en plus qui arrive là, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il était normal, il s'est endormi un peu il y a 1 heure. Ouais. J'étais en train de faire à manger dans la cuisine. D'accord. J'ai dit à sa soeur, il dort encore. Ouais. C'était bizarre, elle m'a dit oui. Ouais. Après il s'est réveillé, venu me voir dans la cuisine. Il m'a dit D'accord. maman j'ai faim, je lui ai donné un madeleine. Ouais. Il est venu ici, Allez, ça va aller. il était en train de le manger et d'un coup sa soeur elle a vu tomber de la table. L'enfant s'est évanoui sans aucune raison apparente. Et il a fait une violente chute sur le carrelage. Cela fait maintenant de longues minutes qu'il est inconscient et convulse sur le sol. Essayez de le stimuler un petit peu là pour voir s'il répond. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux s'il te plaît. C'est les pompiers. Tu arrives à ouvrir les yeux? Le petit garçon reprend doucement conscience. Mais sa chute
lui a entaillé la lèvre et il semble toujours sous le choc. C'est quoi, c'est la lèvre là qui... Tu regarderas dans la bouche après si... Une équipe médicale de pompiers arrive en renfort. Masculin 3 ans qui a fait la sieste ce matin. Il s'est relevé, me dit que c'était pas comme d'habitude, même la sieste. Il s'est assis là pour manger une madeleine que sa soeur lui a donnée et il est tombé, inconscient. Voilà, j'ai pas le temps de... Il a convulsé et il convulse encore un petit peu, les gars. Ouais, un petit peu d'oxygène. Tandis que l'enfant est mis sous oxygène, Fabien, le médecin, veut comprendre exactement ce qui s'est passé. Il interroge la grande sœur, seul témoin de la scène. Je suis le docteur, je m'appelle Fabien. Tu m'expliques un peu ce que tu as vu? En fait, j'étais au salon en train de regarder la télé avec mon frère. Et après, d'un coup, je l'ai vu, il est tombé. Ouais, alors il a fait quoi quand il est tombé? Il avait les yeux ouverts, les yeux fermés, il bougeait les mains? Les yeux ouverts. Il était tranquillement assis. Il était assis et ensuite il est tombé les yeux ouverts, c'est ça? Il bougeait les bras ou pas? Ou il était immobile? Ok, tu n'as pas entendu de cris, de choses comme ça? Ok, je te remercie, on s'occupe de lui. On prend une petite glycémie, une petite température et puis ensuite on voit. Allez, on retire ça. Oh là là. Oui, regarde. Il est impératif pour les pompiers de comprendre l'origine de cette crise violente qui a provoqué la perte de connaissance. Et en prenant les constantes de l'enfant, les pompiers vont avoir les premiers éléments de réponse. 6,7 mmol par litre. 6,7, c'est noté. Quelqu'un est malade dans la famille? Oui, il y a sa soeur, elle a la varicelle. En ce moment? Oui. Oh, ok. Et lui, il l'a eu donc le 24 janvier. Okay. Tu prendras une tempée. Il a eu du doliprane ou quelque chose? Non. Pourquoi il a de la fièvre? Il a combien là? Bah, on a 38,5, ça continue. Ah bah. Ouais. Là, sa maman, tu peux venir 2 minutes? Mal décrit. Juste à côté de toi, elle te rassure. C'est une crise convulsive dans un contexte familial infectieux, puisque les enfants tolèrent moins bien d'un point de vue cérébral les montées de température que les adultes, et il arrive que le seuil d'épilepsie soit dépassé avec cette montée de température et occasionne des crises convulsives. On va aller faire le point aux urgences, faire une petite prise de sang, regarder un petit peu partout pour voir si la fièvre n'est pas liée à une infection. C'est donc une forte fièvre qui serait à l'origine de l'accident. Un diagnostic qui sera confirmé un peu plus tard à l'hôpital. Plus de peur que de mal donc pour cette maman et son petit garçon, comme pour Jérémy, le pompier. Je suis content qu'il y ait le médecin de l'AR en plus qui se présente. On est rapidement limité en termes tout droit, en termes de secourisme. Donc c'est rassurant d'avoir un médecin s'il se passe quelque chose. Cet après-midi, le temps s'est couvert. Marseille est désormais sous la pluie. Et cela augmente fortement le risque d'accident de la circulation. Et justement, Jeff, pompier de garde ce jour-là, est en route vers sa prochaine mission. Alors là, on part chemin du Cap pour un accident de circulation VL contre VL, donc au moins 2 voitures l'une contre l'autre, avec 5 impliqués apparemment. Allez, sac, et pour l'instant c'est tout. Ouais, on va voir ce qui se passe en profondeur d'abord. Arrivé sur les lieux, il découvre les voitures accidentées. Surpris par la chaussée glissante, le conducteur de la voiture grise aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté de plein fouet cette berline blanche qui arrivait en sens inverse. En premier lieu, les pompiers doivent vérifier si cet accident a fait plusieurs victimes. Qui c'est qui a Malou là?
Il a tapé tellement fort, la petite, elle a pris un coup, du coup, elle a cassé les lunettes. La petite qui est là. Tu es attaché avec la ceinture? Il comprend pas, du coup, comment ça se... Vous n'étiez pas attaché? Personne n'est attaché. À l'avant, féminin 15 ans, plainte principale à la tête, côté droit, qui aurait touché avec le montant. Elle a juste mal du coup au niveau droit, mais rien au niveau des cervicales. Je vais parler au conducteur, cinétique 40 km/h. Ouais, c'est ce que j'ai déjà, ouais. Derrière, j'ai 3 personnes, pas attachées les 3. 3. La première, elle a tapé contre le siège. La jeune première, mal à la face. Et le conducteur, c'est monsieur. Il parle mal français. Vous, ça va ou pas? Un peu la tête, vous avez tapé ou pas? Oui, comme ça. Il a tapé au fenêtre, là. D'accord, mais là ça va, au niveau du coup pour l'instant ça va. Au niveau du coup. Oui, comme ça. D'accord. Même si à première vue, les blessures des victimes semblent légères, Jeff ne veut prendre aucun risque. À plus de 40 km/h et sans ceinture de sécurité, les 6 occupants du véhicule ont subi un impact violent. Les gars, je vous laisse comment les gars? Je vous laisse commencer un bilan, au moins pour les 3 là. Tout ce qui est tension, SAT et compagnie, et moi j'ai appelé les renforts. Allez, reçu. Concrètement, on a 3 personnes qui se plaignent de douleurs au niveau de la tête, même s'il ne semble pas avoir de gros dégâts. On sait qu'il y a des lésions qui peuvent arriver après. Donc là, ce qui va être important, en fait, c'est de faire une immobilisation s'il y a besoin et de vite les transporter du coup à l'hôpital pour avoir plus d'examens. Ça va, t'as pas la tête qui tourne? Non. Allez, je vais avec moi. Hop. Venez avec nous, monsieur, si vous voulez. En attendant, sur la voiture. Moi, j'ai juste peur. T'as très peur? Et t'as été chopé quelque part? T'as tapé quelque part? Comment ça s'est fait? Vous avez une carte d'identité? Parfait. Je vois que tes lunettes aussi sont abîmées, t'as perdu? Ouais, en fait, j'ai tombé, c'est que si. Tandis que les victimes sont prises en charge par une partie de l'équipe, l'autre s'occupe des véhicules accidentés. Et il présente toujours un danger. Tout à l'heure ça coulait, mais je pense que l'équipe va faire doucement. On coupe la batterie suite à un choc au niveau du capot pour pas qu'il y ait de risque soit d'incendie. Les blessés sont finalement emmenés à l'hôpital pour être examinés. Ils en sortiront quelques heures plus tard avec des blessures superficielles. Et un avertissement sans frais. Le non-port de la ceinture de sécurité aurait pu leur être fatal. C'est à présent Jérémy, le pompier de 33 ans, qui est appelé sur une nouvelle intervention. Une femme est sur le point d'accoucher et il faut faire très vite. Cette fois-ci, on part sur une femme en couche, féminin, 32 ans, qui est à terme dans 4 jours. Ça doit être la première poulet. C'est là? Ouais. Yes, aïe. Allez, on prend un total. Mais à leur arrivée, ils font face à une difficulté inattendue. Tu me donnes les sous. Bonjour, c'est pour vous? Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ouais. C'est les pompiers! C'est le dernier étage ou pas? S'il vous plaît, c'est les pompiers! Ouais, premier étage. C'est les pompiers! Merci! T'inquiète, t'inquiète pas, ça va aller. Non, mais non, t'inquiète pas. Pardon. Bonjour! Finalement, le papa leur ouvre la porte et les emmène auprès de la maman. C'est là? Bonjour madame. C'est les pompiers? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal? Vous êtes enceinte, c'est ça? Le terme, c'est quand?
Le 16, dans 4 jours. Est-ce que vous avez des contractions? Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous avez perdu les os? Oui. D'accord. Est-ce que c'est votre combienième grossesse? Quatrième grossesse? Vous avez jamais fait de fausse couche? Non. Vous me le dites quand vous avez votre contraction, d'accord? Allez, respirez bien, poussez pas, vous soufflez. Pour les pompiers, chronométrer les contractions est décisif. Cela leur indique l'imminence de l'accouchement. Et pour cette femme, qui attend son 4e enfant, l'urgence se confirme. C'est passé? Ouais. On est à 57 secondes de contraction pour 50 secondes de repos. Bah là, on a des contractions à un repos assez court, et en plus pour une 4e part, du coup, plus tu accouches, plus ça va vite. Donc ça justifie, je pense, la demande de SAMU. Bonjour. Et c'est à nouveau Fabien, le médecin des pompiers, qui vient en renfort avec une infirmière. C'est une grossesse qui est normale, madame? Vous savez si la tête elle est en bas ou en haut? La tête est en bas. Ouais, 50 secondes de repos, 57 secondes de contraction. Ça va être sûr. 57 secondes de contraction pour 50 de repos. Ok, est-ce que je peux avoir les gants stériles, les gars? Ouais. Venez vous installer ici au bord. Tiens, t'en as déjà. Allez, madame. Allez, il faut faire un petit effort, je sais que c'est pas facile. Voilà, essayez de la soulever bien par le bassin. Voilà. Allez, on continue. Super, voilà. C'est très bien ce que vous faites. Allez, voilà. Voilà, voilà. On respire, on bloque pas, Respirez bien. Là, si vous avez besoin. Voilà, allez, soufflez. Soufflez. Voilà. Allez, madame, on va s'occuper de vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous avez l'habitude, hein, vous savez faire tout ça, hein. Ok? Voilà, soufflez, très. Vous faites ça super bien, madame. Vous avez déjà accouché à la maison? Non. Vous avez eu le temps d'aller à l'hôpital? On va observer, d'accord? Ok, allez, il y a une contraction. On souffle. On continue à souffler. Un accouchement à domicile peut s'avérer risqué pour la maman et le bébé. Fabien doit donc s'assurer qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il décide donc de vérifier la dilatation du col de l'utérus. Ne bloquez pas. Soufflez. Allez, madame. On est à 2 cm, on a le temps de rouler. Pour l'instant, tous les éléments qu'on a, y compris au toucher vaginal, avec la dilatation, ça nous dit qu'on a un peu le temps d'aller à l'hôpital, d'accord? Donc on va aller à l'hôpital tranquillement, on va rouler, on met les sirènes, tout le monde se pousse, ok? Et puis si jamais pendant le trajet, il y a besoin de faire l'accouchement, on le fera, ok? Allez. La décision est prise de prendre la route de l'hôpital. Mais à bord de l'ambulance, les contractions de la femme enceinte se rapprochent dangereusement. À Marseille, dans ce camion de pompiers, une femme peut accoucher à tout moment. T'essayes de m'avoir un petit chrono sur les contractions, ça te va? Tu me dis sur... j'ai besoin de la durée et de l'intervalle, pas plus. Et puis si à un moment vous sentez, vous me dites « je sens la tête », eh ben on s'arrête et on fait les gynécos ici, ok? Ça marche? On bloque pas la respiration, on souffle bien. Allez. On ne bloque pas. C'est mieux. Tu descends là? Respirez. Bloquez pas la respiration. Nous on essaie de rouler doucement, mais les rues de Marseille, c'est pas facile, hein. On va se mettre sur le côté aussi si vous voulez, d'accord? Allez, vous avez tenu bon jusqu'à l'hôpital. Allez, on est arrivé, madame. Finalement, l'ambulance arrive in extremis à l'hôpital. C'est bon? C'est bon? Allez, 1, 2 et 3. Quelques minutes plus tard, la maman accouchera de son 4e enfant, un bébé en pleine santé. Une joie et un soulagement partagés par toute l'équipe de pompiers. Je préférais qu'elle accouche à l'hôpital quand même, madame.
Ah, c'est la prochaine. Comme je vais être papa dans 17 jours, je peux m'entraîner, voilà. Voilà, c'est toujours des interventions qui sont à la fois piquantes de par le contexte très humain. Après, on est toujours très concentré parce qu'effectivement, c'est une vie qui est en jeu, un bébé dont il va falloir s'occuper, une maman qui peut saigner, qui va délivrer son placenta. Voilà, on essaie de cocooner un peu maman et que ça se passe au mieux. C'est sympa quand même de faire ce type d'intervention, ça change un petit peu de notre quotidien, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Et ouais, ça redore un peu l'image du pompier, non, c'est vraiment bien là, tu sais pourquoi tu fais ça quoi. Il y a la ville va faire une intervention. Il est 23h, les pompiers n'ont pas le temps de regagner la caserne quand un appel d'urgence à la radio annonce déjà une nouvelle intervention. Partez pour une victime inconsciente. C'est vraiment public. Pour un masculin de 40 ans, a priori inconscient. Voilà, tout bien pris pour le VSAV La Bigue. Arrivés sur place, les pompiers trouvent un homme au sol, dans un état inquiétant. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui... Bonsoir monsieur, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive? Il est épileptique. Ok. D'accord. Calmez-vous. Ils m'ont laissé dehors. Ils m'ont laissé dehors. C'est pas grave. On va déjà s'occuper de vous, après on verra tout ça, d'accord? On va soulever la tête, on va regarder si vous avez des saignements. Ok, d'accord. On va se lever, d'accord, petit à petit. Ok. Alors on essaye. Aidez-moi. Essayez de m'aider. L'homme serait un SDF et il aurait été victime d'une crise d'épilepsie. Il semble encore dans un état second. Les pompiers doivent l'examiner de toute urgence. C'est bon, t'es dessus. Les affaires elles sont là, regardez. Je demande le renfort d'un VPI. Allez, ferme les portes là, on est au chaud. Pas de médicaments. Pas de médicaments. Calme-toi. Mais à peine arrivé dans le véhicule des pompiers, les convulsions reprennent. Oui, c'est les pompiers. Tu ouvres les yeux? Sauf l'agence, ça va le voir. Allez, on se réveille. Voilà. Ça va? C'est les pompiers. Allez, on ouvre les yeux. C'est avec les pompiers. Ça va? On est dans une ambulance à Marseille. Comment tu t'appelles? Aucune idée? T'as quel âge? Masculin de 64 ans. Qui ça? Une crise? Ouais, je m'en derrière. Il le sent arriver une autre. Enlevez-lui tout là, qui se fasse pas mal. Bon, on va demander derrière, je crois. Ah ouais. Ya. Pourquoi? L'homme est pris de crises d'épilepsie de plus en plus rapprochées et toujours plus fortes. Ça va? Son état pourrait engendrer de graves atteintes neurologiques. C'est bon? Ça va? Ok, c'est bon. Bonsoir, le VSAV La Bigue. Inquiet, Jérémy décide d'appeler le SAMU. Masculin désorienté, il serait de Marseille, mais le maintenant peut plus communiquer avec lui. Il est en pleine crise et quand il revient bien, il en refait. On se réveille. Ah. Réveille-toi, c'est les pompiers. J'ai 36 ans. C'est les pompiers.
Allez, réveille-toi. C'est bon. C'est bon. Allez. On se réveille. Calme-toi. C'est les pompiers. C'est les pompiers. C'est les pompiers. Vous faites mal. C'est les pompiers. C'est pour ton bien qu'on fait ça. D'accord? Faut que tu restes réveillé, ok? Ok? Je perds que... Ça va. C'est bon, c'est bon. Je perds que... Ça va, on est là. C'est les pompiers. D'accord? Ça va aller. Il y a un médecin qui va venir là. D'accord? Combien de crises tu fais? 3 là. C'est la 3e. T'en fais plusieurs d'habitude? D'affilée comme ça? Ça peut aller jusqu'à combien? Beaucoup? Non, d'accord. Monsieur, vous prenez un traitement pour l'épilepsie? Comment il s'appelle? C'est quoi? Ah oui. Ça serait bien d'aller à l'hôpital pour changer le traitement. Parce qu'il est peut-être pas très bien calibré là. Tu comprends? C'est pas une vie de rester comme ça, à faire des crises tous les jours comme ça. Toi tu te cognes, t'inquiètes les gens qui sont autour de toi. Tu vis dans la rue? D'accord. Ouais. Tu vas voir avec l'hôpital, t'inquiète pas, tu seras dans un lit déjà. D'accord? Tu seras peut-être même mieux qu'ici. Ok? Faut se soigner. Bah ouais. Quelques minutes plus tard, le SAMU est sur place. Masculin, 37 ans, crise d'épilepsie. Là, depuis qu'on est là, on l'a retrouvé dans la rue, il faisait une crise d'épilepsie. Et depuis qu'on l'a récupéré, on en a déjà 4 crises d'épilepsie. Il est traité, traité sous ARP et SDF. Et pas d'autres antécédents, pas d'autres traitements, pas d'allergie, dextro 4-6. L'homme se voit immédiatement administrer un calmant en perfusion. Et son état revient peu à peu à la normale. Il explique alors la situation aux secouristes. Sans domicile fixe, il s'est vu refusé par un centre d'hébergement, faute de place. Une situation de stress qu'il n'a pas supportée. Il nous a donné plus d'infos, il est en rupture de traitement depuis 4 jours apparemment. Une rupture de traitement, plus la contrariété, on y est, on a un beau cocktail. L'homme passera la nuit à l'hôpital où son traitement sera réadapté. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille est unique. Ils ont la spécificité d'intervenir sur terre, mais aussi sur mer. Par bateau, ou même, quand l'urgence l'exige, par hélicoptère. Et même si les interventions en mer sont fréquentes, essentiellement durant la période estivale, les pompiers doivent être prêts toute l'année. Allez, on va faire des apnées. Donc là, c'est pour s'échauffer. Aujourd'hui, 3 pompiers vont être formés à l'évacuation d'un hélicoptère qui aurait améri en catastrophe. Un cas de figure pour lequel l'entraînement est absolument vital. Pour sortir d'un hélico qui vient de se retourner, on va mettre allez, maximum 20 secondes. C'est-à-dire avec 5 secondes, avec un peu de stress, on est large. Ok? Allez, dans 5 secondes, on y va. 3, 2, 1, go! C'est Cédric, leur formateur, qui va leur enseigner comment survivre dans une telle situation. 50 secondes. C'est bien. Même poumon vide. Hein. Ouais. Même les personnes sont à l'aise, c'est pas naturel de se retrouver du coup attaché à l'envers dans l'eau et de plus avoir de repères. Moi j'attends d'eux qu'ils soient très méthodiques dans leur façon de faire, de détacher leur ceinture, de trouver un repère, toujours non pas visuel parce qu'on n'a pas de repère visuel dessous, mais tactile. Welcome on board the Crasher Line. Sans masque et en apnée, les 3 pompiers vont être immergés dans ce simulateur. Ils seront attachés et auront la tête en bas. L'objectif, évacuer l'hélicoptère avant qu'il ne sombre totalement. Pour cela, ils ne disposent que d'une trentaine de secondes. Un exercice en taille réelle, des plus stressants.
Clé sortie, vous avez compris lesquelles on devait prendre? Bon, ici. On répète. C'est-à-dire que les deux qui sont ici viendront ici. Donc toi, il va falloir que tu trouves un repère pour venir ouvrir ici. D'accord? Là, on va sortir par ici. Ok? On se rappelle de la position de crash? Super. Et on met pas les pieds sous les sièges. Nickel. Tu le montes, Max? Donc on n'oublie pas, on prendra la position de crash. Dès qu'on touche l'eau, on peut changer de position, prendre le repère. D'accord? Toi, tu peux pas éjecter l'issue pendant qu'on est en vol. Tu es obligé de le faire. Plongeur! Allez, prenez la position de crash, prépare to ditch. Ditching, ditching, ditching. L'objectif numéro 1 est rempli. Tous sont sortis de l'hélicoptère, même si au passage, certains ont bu la tasse. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi, dès que je me suis lancé, ben, j'ai tapé en haut, enfin, je sais pas où j'ai tapé. Tu as fait un petit tour sur Et... toi-même. Ouais, j'ai fait, je sais pas où aller en fait. Et après, moi j'ai vu la lumière et je me suis dirigé vers la lumière. Ouais, mais en fait, c'est le fait de se retourner, ben, du coup, je sais plus. C'est ça. Bizarre. Moi, je pensais partir à gauche, et après, après c'était à droite. C'est incroyable. On se retrouve à l'envers et on a l'impression qu'on a tourné par rapport à la cabine alors qu'on est resté dans le même sens. Donc il faut vraiment utiliser ce repère physique. Ça se passe pas comme on a décidé. Et à ce moment-là, on a tendance à paniquer. Et c'est là qu'il faut essayer de garder son calme et pas de souffler son air, mais de prendre sur soi pour éviter de consommer trop d'oxygène. D'accord? Pour pouvoir sortir, il faut faire confiance au type qui est devant pour pouvoir ouvrir le hublot. S'il n'ouvre pas le hublot, on reste derrière. Donc la vie dépend un peu, c'est un vrai travail d'équipe. Bon, ils n'ont pas été mauvais, franchement, on a connu pire quand même. Hein. Ce bataillon d'élite a beau être entraîné à tout type d'intervention, il y a des situations auxquelles les marins-pompiers ne sont pas préparés. Messieurs, je vais vous demander de reculer le plus possible. Tous les gens qui sont sur le secteur en train de travailler, vous me les mettez à l'abri, à l'arrière du bâtiment. Ok? Il est 11 h lorsque l'équipage du fourgon incendie de la Big est appelé. Donc on part pour police suspect, vous enlevez les vitres et le téléphone. Et tenue de feu complète. Ce colis suspect serait en fait un obus sur le port de Marseille, l'un des points névralgiques de la ville. Et il pourrait mettre en danger de nombreuses vies. Dès son arrivée, le premier maître Christophe prend le commandement des opérations. Tout ce qui vient du rond-point, tous les véhicules, tout ça, plus rayonnant que j'ai mis ma CG, tous les gens qui sont sur le secteur en train de travailler, vous me les mettez à l'abri, à l'arrière du bâtiment. Ok? Monsieur, je vais vous demander de reculer le plus possible. Le chef de chantier. Vous pouvez vous mettre à mon camion s'il vous plaît? Ouais, pas de soucis. Vous accédez, vous passez par là, ouais. Juste derrière les barrières bleues et aller au pied de la machine jaune. Laurent, lui, tente d'en savoir plus. Ça marche, merci. Un engin de chantier qui est un creusard au niveau du sol a trouvé un obus a priori. Christophe. Donc en creusant avec le pelleteuse, a priori ils sont tombés sur un obus. Là, donc pour l'instant tu as encore beaucoup de monde qui est proche de la pelleteuse. La police qui vient d'arriver, là, En creusant, cette pelleteuse au loin a déterré un engin explosif qui daterait de la Seconde Guerre mondiale.
Mais un autre élément inquiète le premier maître Christophe. L'engin de guerre est situé tout près du quai des paquebots de croisière. Le pompier ne veut prendre aucun risque. Voilà. Lolo, la seule chose, il faut voir avec le... Tu as vu le capitaine du port là? Ouais. Qui m'assure qu'il n'y ait aucun navire ou rien du tout qui commence à arriver vers le terminal de Troyes. Et ni vers le terminal croisiériste. Comme ça au moins on s'évite la moindre truc, quitte à ce qu'il les laisse comment ça s'appelle, patienter en rade de Marseille, on s'en branle. Hein? Marseille a été un théâtre de guerre pendant la guerre de 39-45. On retrouve souvent, que ce soit en ville ou ailleurs, des obus qui n'ont pas éclaté lorsqu'on fait des chantiers. Là en l'occurrence on est sur un obus d'environ 40 cm de diamètre et 150 kg qui n'a pas explosé. Malgré la manipulation à la pelleteuse, celui-ci n'a pas explosé, sauf que de par la vétusté et de par le fait qu'il est très rouillé, celui-ci est quand même très instable et à tout moment peut venir à péter. Manipulé par la pelleteuse et fragilisé par la rouille, l'obus pourrait exploser à tout moment. Les démineurs sont donc immédiatement appelés. Quelques minutes plus tard, ils arrivent sur les lieux. Les démineurs sont et ils doivent identifier l'engin explosif et déterminer si oui ou non il peut encore exploser. Et au bout de plusieurs minutes de travail, lent et minutieux, merci à vous. Au revoir. Le verdict tombe. Alors, les démineurs ont évalué la situation, donc ils ont reconnu l'engin explosif. Il s'avère que celui-ci était vide, il n'y avait plus d'explosif à l'intérieur. Donc là, la procédure, on lève tout le périmètre, toutes les activités du port peuvent reprendre et il n'y a plus aucun danger sur zone. Selon les démineurs, il s'agissait bien d'une bombe d'aviation datant de la Seconde Guerre mondiale, mais qui finalement s'avère inoffensive. L'équipe va donc pouvoir la récupérer en toute sécurité. Je veux juste, avant de passer le message, que tu me confirmes ce qui a marqué sur l'ordre de mission. D'accord? Environ 40 cm de diamètre sur 1 mètre et environ 150 kg. Ouais. Voilà. Hein? Voilà. Et l'état, si elle est très rouillée ou pas. Voilà, la photo est prise. Elle est où? C'est bon, la photo est prise. Là. Pour la VRCG et la Bigle, je confirme la nature de l'intervention. Il s'agit d'un obus sorti suite à une opération de chantier au niveau du môle Léon-Gouré. Celui-ci a été mis de côté par une pelleteuse. Environ 150 kg, 40 cm de diamètre. Emportée par les marins-pompiers, elle finira comme trophée dans la cour de la caserne. Allez, c'est parti. C'est bon, Marc? Allez, bravo. C'est bon? Il est 14 h lorsqu'Emeric, marin-pompier de 28 ans, est appelé sur une intervention dans une école à Marseille. On part sur une victime dans un établissement scolaire masculin, 11 ans, donc qui aurait mal au cœur avec des pincements. Donc voilà, c'est une régulation médicale. On va aller vérifier. Bonjour jeune homme. Ça va? Est-ce qu'actuellement tu as une douleur là? Ouais, où ça? Tu me montres? Montre-moi. Vraiment au cœur? Ok. La douleur là, t'as très très mal? Ouais? De 0 à... Ça te sert là? Vas-y, prends-lui les constantes. Tu sais que t'as mal au cœur? C'est ça qui te fait trembler dans tous les sens? Mais au niveau cardiaque, t'as pas de problème particulier? Non?
Et là, la sensation que tu as au niveau du cœur, ça fait quoi? Ça fait comme un étau? Ça fait une barre? Des coups de poignard? Ça fait quoi? De te le retirer, d'accord. Bon. Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on te prend les constantes, on te prend une tension, d'accord? Bon, t'inquiète pas, hein, on est là. Il a l'air de souffrir, il se met une grosse douleur au niveau du cœur. Puis ça se voit au niveau du visage, hein, il a mal. Et ça fait combien de temps que ça te le fait? Une semaine, un mois, 3 mois? D'accord. Mais la semaine dernière, tu l'avais ça? Oui. Et le mois dernier, à Noël? Au Nouvel An, là, quand tu as fait le Nouvel An, tu l'avais? Quelques minutes. D'accord. Donc ça fait un moment que ça te le fait un petit peu. Ça fait minimum un mois qu'il a ça, mais il dit rien. D'accord. Non, apparemment ça fait un mois. Ça fait un mois que ça vient, que ça part. Le jeune garçon semble au plus mal. Les pompiers tentent de déterminer d'où pourrait provenir sa douleur. Et un nouvel indice va les aiguiller. T'as pas de maladie particulière, rien du tout? T'as quoi? T'as des allergies? Des noisettes? D'accord. J'ai mangé à 10h, on m'a passé le petit carreau. D'accord, et t'as le droit d'habitude ou pas? Elle a dit que si tu manges de trop, tu vas faire une allergie. Du coup, à 10h, t'en as mangé en fait. Prévenue par l'école, la maman du jeune garçon arrive. Rassurez-le, madame. Est-ce que d'habitude il a le droit de manger ce genre de choses? Il a allergie au fruit à coque. D'accord. La piste de la crise allergique se confirme. Ça dépend des cacahuètes, on ne mange qu'à la barre. D'accord. La dernière fois, il a mangé des fruits, des cajots, ça lui a fait des plaques de partout dans le corps. En fait, ça dépend du fruit à coque. Le fruit à coque qu'il mange. Il n'a pas la même réaction. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première fois qu'il est par rapport à l'allergie. Attention pour lever. Lever. Les pompiers décident alors de transporter le petit à l'hôpital. Aux urgences, l'enfant sera pris en charge et ressortira avec un traitement adapté. Si les urgences de la ville de Marseille constituent 80% de leurs interventions, les marins-pompiers de la caserne de la Bigue ont aussi en charge la protection du grand port maritime de Marseille. Ce bataillon d'élite, créé il y a plus de 80 ans, est en effet formé pour venir à bout des feux de navires les plus ravageurs. Leur centre d'entraînement aux techniques incendie et survie, à quelques encablures du port, est un outil de formation unique en Europe. Régulièrement, comme aujourd'hui, ces militaires de la Marine nationale s'entraînent pour rester toujours en alerte. L'exercice du jour, préparé par Édouard, se fera sur ce simulateur grandeur nature avec du matériel de pointe. C'est des appareils à circuit fermé. Il faut savoir qu'on peut avoir 4 heures d'autonomie. Ça a été fait pour des feux de longue durée comme type feu de navire, feu d'entrepôt, feu de cave, feu de parking souterrain. Donc c'est vraiment c'est un peu l'élite des appareils respiratoires. Le petit inconvénient, c'est qu'on peut avoir de l'air chaud. C'est Pascal, 27 ans, qui va aller au feu. Et c'est très concentré qu'il s'apprête à pénétrer dans un environnement des plus hostiles. C'est pas mieux là? Hein? Bon là? On est pas mal. Donc ici, je vais avoir une préchauffe à 150 degrés. On a des machines à fumer
qui sont répertoriés ici, 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 etc. Et là, tu as tout ce qui est temps de latence des flammes, temps de croissance des flammes, hauteur maxi de flammes, temps d'attaque, temps d'extinction, etc. Tu peux régler tous les paramètres. Et à ce moment-là, avec la télécommande, je peux actionner mon feu à distance. Pour rejoindre le compartiment où le feu fait rage, Pascal et son équipier doivent d'abord progresser dans l'obscurité et la fumée. Allez, attention, il y a des marches droit devant. Le feu est localisé. Il faut l'éteindre au plus vite. La température ici atteint les 300 degrés. Nous allons procéder à l'ouverture de la porte pour pénétrer dans le local machinerie. Terminé. Allez, vas-y, ouvre. Ah, voilà. Après une demi-heure dans la fournaise, les pompiers accomplissent l'exercice sans fausse note. Le feu est maîtrisé et éteint. La difficulté, c'est qu'on n'y voit strictement rien. Donc progresser à l'aveugle jusqu'à qu'on tombe sur le foyer, donc le feu. Résultat, c'est quand même assez éprouvant et il fait chaud, très très chaud. Ce type d'entraînement permet aux marins-pompiers d'être un bataillon d'élite dans la lutte contre les incendies. Mais il arrive parfois qu'ils soient devancés dans leur mission. Il est 21h à Marseille, quand Médéric, 37 ans, est appelé sur une intervention. Alors on part pour un feu d'habitation d'un bâtiment R+8 avec des fumées noires qui seraient échappées apparemment importantes. On va en renfort, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont été incommodées par les fumées. Et donc on va les prendre en charge, je suppose. Ok. Les gars, vous vous équipez, tenue de feu, ok. Tu te mets sur 614 ? Le feu s'est déclaré dans un des appartements de ce quartier. Pendant qu'une équipe est à l'intérieur, les pompiers de la BIG doivent prendre en charge les victimes. Il y a 5 personnes en fait incommodées. Ouais. Donc 3 plus. Le monsieur, le voisin qui a été le feu, le propriétaire d'appartement et c'est tout. Ok. Monsieur, vous revenez, vous mettez sous oxygène s'il vous plaît. C'est dans l'appartement de cette famille que le feu s'est déclaré. Leur voisin, ici en blanc, est venu leur porter secours. On sent un peu de fumée blanche dans le hall d'entrée, dans le hall du couloir. On cherchait les portes. Et je sais pas, on sortait la fumée, donc je suis rentré pour éteindre le feu. Voilà, j'ai tapé fort, les enfants ont ouvert. C'est dans la cuisine, sur un micro-ondes, qui était posé sur une cuisinière. Et des flammes de. Ouais, sur un mètre de flamme. Voilà. S'il y avait autour de moi, il y avait des bouteilles d'eau, donc j'ai coupé le courant avant. Ouais. Et j'ai tout jeté sur le micro-ondes qui brûlait. Ils sont sains et saufs, c'est l'essentiel. Grâce au geste courageux de ce voisin, toute une famille a la vie sauve. Vous me suivez s'il vous plaît? Mais son geste n'est pas sans conséquences sur sa santé. Je prends une tension. La plupart des gens qui meurent dans les incendies d'appartements, c'est suite aux intoxications des fumées, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de respirer avant de mourir par le feu, d'être brûlés. Donc c'est, voilà, là on est quand même à un degré bien moindre, largement moindre, mais c'est le risque principal. Il y a urgence pour cet homme qui doit rapidement être examiné par un médecin. Bonjour monsieur, ça y est, je suis à vous.
Alors, du coup, vous avez éteint le feu. Vous avez toussé sur le moment? Non. Après, là, ça vous gêne dans la gorge, à la droite. Vous avez la tête qui tourne. Des nausées, sensation de vertige. Ok. Vous n'avez aucun problème de santé? Tension, diabète, cholestérol, pas de problème cardiaque? D'accord, ok. Allez, vous pouvez bouger l'instant. Allez, un peu de suie. Ça va, remettez le masque. T'as combien? 10 du C. Ouais. Fumez ou pas, monsieur? Vous respirez fort? Allez-y encore. D'accord. Vous m'avez dit qu'il n'a jamais eu aucun problème cardiaque. Hein? D'accord. Dans la fumée, il y a notamment un truc qui s'appelle le monoxyde de carbone. D'accord? C'est un gaz qui vient se fixer dans le sang. Pour le moment où vous avez été exposé, parce qu'il y en avait dans les fumées, on le détecte avec le petit machin qu'on vous a mis sur le doigt. C'est pour ça qu'on vous a mis l'oxygène. Il va vous alliez jusqu'à l'hôpital, qu'on fasse une prise de sang, on voit combien il y en avait exactement, et on va certainement vous laisser l'oxygène un petit moment. D'accord? J'en ai à voir. L'homme sera amené à l'hôpital le plus proche, où il passera des examens complémentaires. Les pompiers ne peuvent que saluer son geste héroïque. Ah, il a été très courageux. Il a été très courageux. L'intervention s'est bien passée. Attention, il ne faut pas prendre non plus des risques inconsidérés parce qu'il ne peut pas se protéger les voies respiratoires. Il a bien agi parce qu'il a sorti des enfants de l'appartement. Tant mieux pour nous, il n'y a pas eu plus de victimes et l'incendie a été maîtrisé. Donc c'est vrai que c'est très rare d'arriver ça à notre époque. Je trouve ça magnifique. Mais si cette fois tout se finit bien, il arrive parfois que les incendies aient une issue fatale. Quelques jours plus tard, les pompiers sont appelés pour un feu dans une villa. À l'intérieur, 2 femmes, une mère de 92 ans et sa fille. C'est l'aide ménagère qui a donné l'alerte en arrivant ce matin. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti déjà une fumée. C'est là que la fumée, elle m'a pris, j'arrivais même pas à rentrer. Je voulais rentrer, mais j'arrivais pas. Je suis sortie, j'ai commencé à crier, j'ai appelé les voisins et on a crié. Les pompiers ont immédiatement éteint le feu. Mais avant même leur arrivée, il était déjà trop tard. Les 2 victimes ont malheureusement péri dans l'incendie, prises au piège par les flammes et la fumée. La maison est totalement ravagée par la suie. Il va y avoir l'enquête, on essaie de toucher à rien. Je vais demander la RCCI aussi sur les lieux pour qu'ils essaient de voir d'où vient l'origine du sinistre si on arrive à la trouver. Ça roule, je fais sortir tout le monde et on gèle pour la police. C'est ça. Ok. C'est bon, on sort. Le feu serait parti d'une cigarette mal éteinte qui aurait embrasé le lit médicalisé de la première victime. Les fumées auraient ensuite intoxiqué la 2e victime. La mort fait partie intégrante des missions des pompiers. Mais Guillaume et Anthony ne peuvent s'y résoudre. C'est toujours de la peine, hein? Ah. C'est toujours de la peine. C'est dommage, peut-être que sur un déclencheur de fumée ou quoi, là, peut-être ça aurait pu faire une chose, ça aurait pu se dérouler autrement. Peut-être qu'on aurait pu arriver avant que le plafond de fumée descende aussi bas et les intoxique. Surtout, on peut se dire que c'est notre grand-mère ou quelqu'un de notre famille, du coup, sûr qu'on s'identifie toujours. Donc c'est toujours un peu dur, mais bon. Fin de mission pour les pompiers. L'affaire passe désormais entre les mains de la police. Retour à la caserne de la Bigue. L'occasion pour les marins-pompiers de décompresser entre 2 urgences. Et pour certains, direction la console de jeu. Oh non! Pour d'autres, comme Max,
24 ans, c'est plutôt une séance de sport. Une routine quotidienne indispensable pour pouvoir suivre le rythme des interventions. Ça permet de mieux apprécier la garde, d'être en forme, d'être réveillé, dynamique. Et après, c'est vrai que bon, faut garder un peu de carburant, si jamais quelques interventions peut tomber, mais non, et puis en plus c'est un peu quest quoi. On est tous ensemble, on s'amuse, on rigole. Il fait beau, il y a la plage, il y a la mer. C'est idyllique. On a une caserne où on a beaucoup d'espace ouvert, donc on en profite à bloc. Le soleil se couche sur Marseille, mais les marins-pompiers restent en alerte. Un tiers de leurs interventions d'urgence se passent la nuit. Et cette fois, c'est sur un accident de la circulation que Max est appelé. Une voiture a coupé la route à une moto qui arrivait à vive allure. Il y a plusieurs blessés, dont le conducteur de la moto. Vers des droits, vous lâchez pas. C'est bon, ça va. Allez. L'homme est rapidement mis sur un brancard pour être examiné dans l'ambulance. On va couper la route, on va couper la priorité. Donc vous étiez sur la moto là, c'est ça? Ouais, j'étais sur la moto, ouais, j'arrivais et on va couper la route et j'ai pris plein fouet. Vous roulez à quelle vitesse ça, à la limite? À 50. Et qu'est-ce que vous avez ressenti du coup? Ouais, j'ai fait un sale tour ailleurs, je crois. J'ai rien pu venir, c'est trop palpité. Ça me fait mal. Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que vous avez mal? Au poignet droit. Après tu te plaignais d'une douleur au niveau de l'aine alors hein? Ouais. Je regarde un peu l'aine là. Ici là? Ouais, je sais pas. Là? Là? Ouais là ouais, un petit peu? L'os? Et là? Mais plus vers là. Plus en bas hein? Là, ce côté là quand tu touches, t'as mal ici? Non, ça va. C'est vraiment ici là? Ouais c'est musculaire, c'est niveau 2. Ok ça va. Ouais c'est pas le bassin. Bon, ça va peut-être plus grave hein? C'est sûr. C'est sûr. Bon, c'était embêtant, elle était belle la moto en plus. Sérieux. Un peu choqué. Bon, ça va, ça aurait pu être bien pire. Parce que lui quoi, il est arrivé d'en face, il a tourné, il t'a pas regardé. À gauche, il n'a pas regardé ce chien. Ouais. Si cet homme est en colère, de voir sa moto détruite, c'est un vrai miraculé. À 50 km/h, cet accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de détresse vitale, d'hémorragie, des choses comme ça, des fractures qui peuvent causer une hémorragie. Les fractures au niveau de la cuisse, du fémur, ça peut créer une hémorragie, il y a des artères, etc. Donc on s'assure que ça va, on touche, il n'y a pas de déformation, on fait des palpations. Et après, une fois que ça va, on le conditionne au mieux pour pouvoir le transporter et qu'on n'aggrave pas sa situation ou son cas. Du coup, voilà, plutôt rassuré. Emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires, le motard s'en sortira avec une blessure au poignet. Le lendemain matin, Michael, 34 ans, prend à peine son service. Il doit déjà partir en intervention. On part pour une personne handicapée qui n'a pas la possibilité de remonter chez elle. Donc soit c'est parce qu'elle est blessée, soit c'est parce que, non, en lisant l'ordre d'émission, il y a marqué ascenseur en panne. Donc elle ne monte pas chez elle parce que l'ascenseur est en panne. Voilà. C'est un service public rendu, on vient juste aider une personne à remonter chez elle. Bonjour, ah bah voilà, c'est pour vous alors, bonjour monsieur. Eh ben alors, l'ascenseur est en panne? Et il n'y a que l'ascenseur comme moyen pour monter chez vous? Oui. D'accord. Vous habitez à quel étage? Au premier? Oui,
C'est un problème récurrent sur Marseille. Énormément d'ascenseurs tombent trop souvent en panne. Et bah, du coup, ce sont les usagers qui en pâtissent. Hein. Vous avez une ceinture non? Essayez de prendre peut-être la sangle, tu sais, les sangles oranges. C'est pas la peine, ça. C'est pas la peine? Non? Vous risquez pas de tomber du fauteuil? Non? Prends quand même la sangle. Ouais, une sangle, je préfère l'avoir et pas l'utiliser plutôt que d'en avoir besoin et pas l'avoir. Oui, ça c'est le frein, d'accord. Non, laisse-moi. Laisse-moi, on va mettre ça là. Vous voulez bloquer la roue? Je débloque pas. Apparemment, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord. Vous arrivez à passer seul sur le fauteuil? Non, je pense pas. Hein. Vous n'y arrivez pas? D'accord. Bah, je vais quand même bloquer la roue. Hein? Ça l'évitera de bouger. D'accord. Rendre service aux populations fait aussi partie des missions des marins-pompiers. Et cette fois, Mickaël va devoir faire preuve de patience. Allez, on se prend cuillère, Monsieur, allez, c'est bon. Monsieur, laissez-nous faire. Allez, je pense que personne ne fait de la même façon. Voilà. Vous êtes prêts? Gardez bien les mains sur le ventre, d'accord? Attends, on passe sous l'aisselle, sous le bras. Voilà. Ou quelqu'un des fils derrière. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça va? Voilà, super. Comme ça. Voilà. Ok, super. Super. On va faire ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui... Ça, c'est solide. Est-ce que c'est le châssis, ça? Ouais, c'est le châssis, je vais le prendre là. Monsieur, écoutez, gardez bien les mains sur vous et vous laissez Hein? faire. Voilà, on garde les mains. Regardez les mains sur les cuisses. Sur les cuisses. Comme ça, vous tenez? Hop là. On est collé. Allez. Attends. Non, d'où ici? Prêt? D'où avec... Non, trop. D'où, faut mettre ici. Monsieur, vous nous laissez faire, s'il vous plaît. Il y a autant de pompiers qu'il y a de méthodes pour monter. Toi, c'est pas pour moi, pour toi. Ah ben alors, si c'est pour moi, laissez-moi gérer. Normalement, d'où ici? Je comprends. Il n'y a pas de normalement. N'est normal que la normalité. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est au premier, hein? On vous laisse rentrer chez vous? Oui, ça va. Ça va, merci. Eh bien, une bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Comme on dit, on le laisse parler sans vraiment l'écouter, quoi. Hein, mais c'est du moment qu'il monte, qu'il se blesse pas, qu'on se blesse pas. C'est bon, on a fait le job, quoi. Hein. Il aurait pu aussi nous dire, j'habite au 5e. Souvent c'est ça, souvent c'est le dernier étage. Là on a de la chance, il est au premier. Pendant que Mickaël rentre à la caserne, une autre ambulance des marins-pompiers file vers un accident de la circulation. À son bord, 3 pompiers, dont Jeffrey, 29 ans. Alors là, on part sur une victime sur la voie publique, un féminin qui aurait chuté avec une plaie à la face. Une jeune femme vient de percuter violemment avec sa trottinette électrique une voiture en stationnement. Ah, juste le sac. Juste le sac, Nolan. Bonjour. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Madame? Bonjour. D'accord. En fait, ma trottinette a glissé parce qu'il y a des bancs de passage piéton blanc là. Comme il pleut, je pense que la roue arrière a glissé. Et pour pas tomber, je me suis vautrée contre la voiture d'à côté, le visage contre le pare-brise. D'accord. Et là, vous avez mal du coup. Ah bah là, je sens plus mes lèvres, mon nez. Vraiment au niveau du visage. D'accord. L'impact a été brutal et la victime souffre de contusions au visage.
L'équipe doit s'assurer qu'aucune partie du corps n'a été touchée. Est-ce qu'au niveau du cou, du dos, ça va? Je pense que ça va. Là, il n'y a pas de douleur particulière. Là non plus. Si je remonte tout le long de la colonne. Non, j'ai plus mal dans la gueule. Non, vraiment pas, même pas au niveau du cou, des cervicales, pas de douleur tête particulière. Ah, là ça va, mais j'avais mal à la tête. Après des fois c'est le choc, hein. Des fois quand ça tape devant ça lance un peu, mais si ça passe après ça va. Vous avez saigné un peu du nez, non? Oui. Voilà, c'est vraiment le visage. Mon collègue il va regarder, d'accord? Tu veux un peu de lumière ou pas? On va mettre un peu de lumière, d'accord? Pour regarder. Le choc a provoqué un œdème au niveau des lèvres de la jeune femme. Les pompiers tentent de la rassurer. Bon, plus de peur que de mal, d'accord? Il n'y a pas de dents cassées. C'est uniquement la lèvre qui a prise, d'accord? Après, c'est normal que ça ait saigné et que ça gonfle. Non, mais c'est un peu gonflé. Mais... Non, c'est un peu gonflé, franchement, ça va. Après, c'est normal, hein. Tout ce qui est lèvres et visage, ça gonfle très vite et ça saigne beaucoup. D'accord? Donc là, on va quand même désinfecter pour enlever un peu. En lui administrant les premiers secours, ils doivent aussi vérifier qu'elle ne souffre pas d'un traumatisme crânien ou de lésions internes. Vous savez où vous êtes? Vous savez quel jour on est? Lundi. Ouais. Avec ça. Ok, très bien. Donc, vous allez faire quoi du coup là, madame? On va aller au CrossFit. Ah. Pas de crossfit aujourd'hui pour la victime, mais une séance de radiographie à l'hôpital le plus proche qui confirmera qu'aucune dent n'a été touchée. Avec une vitesse de 25 km/h en moyenne, la trottinette électrique, nouveau moyen de déplacement, fait exploser le nombre d'accidents en ville. L'an dernier, 11 personnes ont perdu la vie. Il est 14 h et une nouvelle équipe se met en route. Adrien, 20 ans, s'apprête à partir pour une intervention inédite. Direction, le stade Vélodrome. Aujourd'hui, c'est jour de match. Et à Marseille, ce sont les marins-pompiers qui interviennent en cas de blessure lors des rencontres. Quelques minutes avant l'entrée des supporters au PC des pompiers, le capitaine de corvette briefe ses équipes. Allez, tout le monde est là, c'est bon. Match OM Nantes, 60 000 personnes environ, ça va être plein, d'accord? Ça sera peut-être un petit peu plus. Bon, tout ça semble la moindre problématique, que ce soit avec des supporters, des stadiers, l'OM, peu importe, vous nous la faites remonter pour que je puisse la traiter ici en direct. Pour vos emplacements, pas de changement, VPI, donc le personnel se situe sur le virage nord au-dessus de la fente numéro 2 avec la 4 la Big qui fera pelouse nord. Donc c'est vous qui intervenez en priorité s'il y a nécessité de rentrer sur la pelouse. Voilà, bon match à tous. Une quarantaine de marins-pompiers sont mobilisés pour l'événement. Dernière vérification du matériel de secours. On prend des draps à usage unique Normalement, il doit y avoir dans le sac. On en a qu'un dans le sac. Il est l'heure pour Adrien de se rendre à son poste. Il sera positionné à quelques mètres des joueurs dans le mythique stade Vélodrome. Le stade du VSAV Pelouse prenait la mise en place terminée. C'est la première fois que je suis au stade, donc c'est un beau stade, il n'y a rien à dire dessus. Après, je suis un peu impressionné, c'est vrai qu'il est grand, j'ai jamais vu de stade aussi grand. Si Adrien va vivre une grande première, son coéquipier Thomas, lui, est un habitué. Mais cela n'enlève rien à la magie des lieux. J'ai l'abonnement au stade pour tous les matchs de l'OM à domicile. Donc du coup, le fait de travailler en même temps que de voir les matchs de l'OM, c'est encore plus plaisant. Surtout qu'on est au bord de la pelouse pour voir les joueurs.
Placés à côté du banc des remplaçants, Adrien et ses coéquipiers se tiennent prêts à intervenir si un joueur se blesse. C'est chaud. Au PC des pompiers, un événement inquiète le commandant. On surveille surtout l'entrée du public. Parce que le match va débuter. Les gens, pour plein de raisons, sont arrivés assez tard au stade. Et on a toute une partie du parvis Jean-Bouin où des gens sont en attente et veulent rentrer rapidement pour ne pas rater le début du match. Donc ça commence à pousser. Le risque de personnes qui vont se retrouver écrasées, enfin en tout cas voilà, un risque d'un afflux de personnes trop important avec un bouchon. Alors mouvement de foule, on a des gens qui sont tous serrés les uns contre les autres avec la chaleur, voilà, l'énervement, effectivement des malaises qui peuvent survenir. Donc là ce que j'ai demandé c'est de renforcer les binômes de la Croix-Rouge disponibles sur le secteur qui nous pose problème pour être plus réactif en cas de nécessité d'intervention de la part des secours. Pas de débordement de foule et un match qui s'est déroulé sans encombre. Résultat final, 1-3 en faveur de Nantes. Une défaite pour Marseille, mais une victoire pour Yann, le capitaine de corvette, puisqu'aucun blessé grave n'est à déplorer. Une nouvelle journée s'achève à Marseille. Mais pour le bataillon des marins-pompiers, la garde ne fait que commencer. Adrien, Alix, Clément, Jérémy, Fabien, Christophe continueront ainsi d'assurer sans répit leur mission de protection. Un engagement sans faille, auquel se plient depuis plus de 80 ans les hommes et les femmes de cette unité unique en France. Ce sont les anges gardiens de la cité phocéenne. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle, mais restez avec nous car la soirée n'est pas terminée. Dans un instant, je vous invite à découvrir un nouveau numéro exceptionnel de votre magazine Urgence. A tout de suite sur Énergie 12.